vu déjà la dernière fois. Je pose la question autrement. Qu'est-ce que vous avez retenu du diagramme de ta transition? Quel est l'intérêt du diagramme? Quel est l'intérêt du diagramme de ta transition? À quoi il va servir? Allez, dis, ça touche. Il montre comment un objet passe d'un état à un autre suite à une action. Il montre comment un objet passe d'un état à un autre suite à des actions. هو هذا الكونسيبت نتاعو à quoi il est utilisé dans quel cadre معناتها في اليمن؟ Il est utilisé pour modéliser quoi? Yep. Dis, tu éteins ton micro. C'est pas sérieux ça. Allez, dis. Bon, allez, dis, il est absent. J'ai horreur de ceux qui se connectent pour dire qu'ils sont là, ils ne le sont pas réellement. B. Mohamed Warad. Mohamed Aziz Khayat. Oui, madame. B. Je suis sûre qu'ils sont là. Fatma, chère. Oui, madame. Mohamed Boutaïd. Oui, madame. Farida Dewni. Farid, madame. Farida سمح. محمد سحنون. Oui, madame. توفيق كعبي. فدية محمد. زينب كيف؟ مدام أنا الميكرو ما كانش يخدم لي قلت لك بونجور. بونجور يا توفيق حتى أنا سمعتني خاص نعرفك حال. ألوغ زينب كيف؟ Oui, madame. باهي. سلمى يحيى. Bonjour, madame. Bonjour. Nadine Boukadida. Bonjour, madame. سليم حماني. حماني ولا هماني؟ حماني. باهي. مدام محمد بعرض راهو قال لك ميكرو ما يمشيش. انا كنت ديجا هبط لك. باهي. يضحكوني في حكاية الميكرو ما يمشيش كوم باغازار كيما نعيط لهم ميكرواتهم ما يمشيوش ما تذبكوش. باهي. كم بالحق باغازار كي نعيط لهم الميكروات ما يمشيوش. C'est bizarre comme coïncidence. Alors, donc, merci Rawa pour son intervention. Je tiens à dire que c'est important que le cours soit interactif. Je ne veux pas que vous vous connectez juste pour me montrer que vous êtes là. Je veux vraiment que vous participiez dans le cours. Quand le cours passe d'un seul côté, je présente le cours, ça va très vite, il y a beaucoup d'informations. Madame Bache information, information. Quand vous voyez que ça avance très vite et que vous avez quelque chose qui n'est pas clair, arrêtez-moi. Posez vos questions, interagissez. Ceci va enrichir le cours et surtout va
lui permettent d'avancer à un rythme convenable. Quoi. Mais, alors, donc ça, on a déjà je partage. Donc, si vous n'avez pas de questions, si tout est clair pour le diagramme d'état de transition, je passe au diagramme d'activité. C'est bon, je passe? Oui. Normalement. Alors, hein? قلت لك normalement. Normalement. Oui. Donc, توا بعد ما شفنا الدياغرام ديتا ترانزيسيون أول حاجة نحبكم تعرفوها في الديفيرونس بين الدياغرام d'activité والدياغرام d'état transition هو اللي الدياغرام d'état transition est relatif à un seul système ou à une seule classe ou à un seul objet. معناتها on ne peut pas changer d'un objet à l'autre pendant la modélisation du comportement à travers un diagramme d'état transition. على خاطر il modélise les états par lesquels passe un système ou un objet. D'accord? Par contre, le diagramme d'activité, il peut couvrir plusieurs objets, plusieurs classes, plusieurs interactions entre différents acteurs et classes. Donc, déjà, le diagramme d'activité est beaucoup plus global que le diagramme d'état transition. Mais c'est une variante du diagramme d'état. معناتها pratiquement des similarités énormes. Mais par contre, dans le diagramme d'état, on met l'accent sur les états des objets et dans le diagramme d'activité, on met l'accent sur les actions effectuées. Donc, l'emphase est mise sur les actions dans le cas de diagramme d'activité. Diagramme d'activité principalement destiné à représenter le comportement interne d'une méthode ou d'un cas d'utilisation. Mais diagramme d'état de transition n'est pas relatif à un diagramme de cas d'utilisation. Il est relatif, tu me rappelles, à un comportement d'une classe ou d'un système. Par contre, le diagramme d'activité peut concerner un cas d'utilisation. On peut décrire un diagramme de cas d'utilisation par un cas d'utilisation, pardon, par un diagramme d'activité qui m'a mené par un diagramme de séquence système. D'accord? Donc, chaque activité représente une étape particulière dans l'exécution d'une méthode. Le diagramme d'activité, il décrit les détails d'une méthode, les différentes étapes dans une méthode. Les activités sont reliées par des transitions automatiques. L'état de transition, en fait, c'est ça que toute transition, généralement, elle est conditionnée par quand je dis une transition, pour l'événement ou l'action, le diagramme d'état de transition. Par contre, le diagramme d'activité, les transitions sont automatiques. Nous sommes l'action et l'action. Donc, les activités sont reliées par des transitions automatiques. Lorsqu'une activité se termine, la transition est déclenchée et l'activité suivante démarre. Maintenant, je n'ai pas l'obligation d'avoir un événement qui me fait passer d'une action à l'autre. Alors, les nœuds d'activité sont un des nœuds d'action, il y a un rectangle avec les bords arrondis qui m'a l'état. C'est un nœud d'objet quand pendant l'action ou la barre de l'action, enfin un objet qui se crée, donc on le représente par un nœud d'objet comme ça. Et dans le losange, les filles, le choix, c'est le nœud de décision qui m'a fait le diagramme d'état de condition. Et c'est ça le nœud de bifurcation ou d'union, ou là, il barre de synchronisation. Ça, on passe comme نعمل. هذا le nœud initial, هذا le nœud final, وهذا يسمى un nœud final de flux. Bon, je vais comme كل واحد يعني. Je vais expliquer ça à travers un exemple. Donc, un nœud d'action, par exemple, insérer carte. Ça modélise le distributeur d'argent, le distributeur d'une banque. Donc, insérer une carte, transition automatique, on va demander de saisir le code. On va donner un nœud de choix. Donc, si le code est invalide, on va revenir pour saisir le code. Si le code est valide, on va choisir une opération. Sinon, on peut choisir annulation. Donc, par contre, condition, automatiquement, annulation.
Donc, choisir l'opération. On dit le choix, soit un retrait, soit un dépôt. Quel retrait, on va saisir le montant, choisir un compte. Le nœud de la barre de synchronisation, elle joue le rôle de bifurcation. Une action wahda, on fait deux actions. Donc, c'est un nœud de bifurcation. En parallèle, qui permet d'exécuter des actions en parallèle, afficher la publicité ou demander l'autorisation, et en parallèle. La barre de synchronisation joue le rôle d'un nœud d'union. On va unir deux actions pour déclencher une seule action. L'action directement, elle me ramène vers un nœud de choix, de décision. Si le montant est autorisé, on va distribuer les billets. Si c'est non autorisé, on va à un nœud de choix, aller soit générer soit maintenant, donc on a plusieurs alternatives. Qui nous en non autorisé, je vais passer à restituer la carte. De l'autre côté, quel retrait, je vais faire un dépôt. Donc, je vais saisir le montant, choisir le compte, insérer une enveloppe et à la fin, on va restituer la carte. Donc, vous voyez, donc, HEDA pour dire l'action, HEDA c'est le nœud de décision, HEDA c'est le nœud initial, HEDA pour dire c'est l'action initiale, HEDA c'est le nœud final. Je m'azelle, qui nage à les nœuds, donc m'azelle le nœud d'objet, m'azelle le nœud de fin de flow. Est-ce que c'est clair jusque-là? Madame. Oui. الباب de synchronisation الأولى قلت لنا تتسمى تبدأ من واحد خرجوا deux actions. بيفوركاسيون معناتها هنا عملت بيفوركاسيون خرجت لنا زوز معناتها تحلت. والفوقانية union, elle a uni deux actions pour générer une autre. Elle a uni deux actions. L'action suivante, elle se déclenche بالزوز مع بعضهم. أي يقولوا لها مدام يتخدموا في فرد وقته. أي en parallèle. هي barre de synchronisation pour modéliser des choses parallèles. معناتها حاجات يخرجوا en même temps, les actions يتعاملوا en parallèle. D'accord. C'est bon? Oui. Alors, maintenant, un nœud d'action qui m'a rappelé comme saisir le code, c'est un nœud d'action, ou ça m'a aussi un nœud d'activité exécutable qui constitue l'unité fondamentale de fonctionnalité exécutable dans une activité. Le diagramme d'activité, c'est un enchaînement d'actions et généralement, ce sont des nœuds exécutables, une action. Un nœud d'objet. Un nœud d'objet, ce nœud représente l'existence d'un objet généré par une action dans une activité et utilisé par d'autres actions. Donc, nœud d'objet est là et une action comme je vais vous montrer les images. Voilà. Donc, bon, le diagramme d'activité, je peux représenter mon diagramme avec l'enchaînement des activités. Comme je peux l'organiser par couloir d'activité. Couloir d'activité, par exemple, je divise par acteur et toutes les actions qui sont effectuées par cet acteur, on met dans le couloir. Il se met aussi des filmages. Par exemple, le client, il passe une commande. Quand il passe la commande, ça m'a deux actions, ça m'a bifurcation ici. Donc, on va enregistrer la commande par le vendeur et lui, il va payer. Et puis, le gestionnaire de stock, on a enregistré la commande, va préparer la commande. Une fois la commande est préparée et le paiement a été effectué, on va passer, donc un nœud d'union, les deux ensemble vont déclencher l'action de livrer la commande. On va, c'est le client qui va réceptionner la livraison. Ça nous permet d'affecter les actions à chaque acteur. Donc, les couloirs d'activité servent à identifier les objets responsables des actions. Il y a un acteur, il y a un objet, une classe ou la حاجة. Dans les cas où il y a une interconnexion complexe des états, il serait assez mal commode de représenter les couloirs, car les transitions obliques qui traversent la largeur des pages risquent d'encombrer le diagramme. Donc, ça a un diagramme bien structuré comme ça, qui note les couloirs. Ça rend le diagramme lisible, ça affecte les actions aux bons objets, mais parfois, quand j'ai basse interaction maintenant, elle est illisible. Et donc, dans ce cas, il vaut mieux ne pas mettre les couloirs pour ne pas trop encombrer le diagramme. C'est clair?
Oui, c'est clair, madame. madame. Je passe maintenant le nœud d'objet, اللي حكيت عليه tout à l'heure. Nœud d'objet, كما قلت لكم, c'est quand une action va générer un objet. Un objet, نجم نحطوا le nom de l'objet, l'instance, ونجم aussi, je mets l'état de l'objet avec éventuellement des contraintes s'il y a des contraintes. Comment on va voir ça dans un exemple? Donc, c'est un diagramme d'activité qui utilise les couloirs. Il y a un client, service comptable, service livraison. Donc, un nœud initial, on dit passer la commande. Le service comptable vérifie la disponibilité, il calcule les prix. Il va générer un devis. Donc, c'est un nœud d'objet qui est généré suite à une action et qui va être utilisé pour la suite des actions. Le devis, le client il accepte. Ken il a validé, donc on va passer à la suite. Ken il a modifié, on va repasser la commande. Ken sinon il a refusé. Soit il demande une modification, soit il valide, soit il refuse carrément, et donc dans ce cas la commande sera annulée. Quand il valide, on va passer à un nœud de bifurcation, donc une barre de synchronisation, qui va nous permettre de faire deux choses en parallèle. Préparer la commande et établir la facture. Et là, on génère un objet, il est où à la facture. La facture a un état émise, elle est en émission, mais elle est réglée. D'accord? Et donc, quand le client règle la facture passe à l'état réglé. Et le service comptable va valider le paiement. Donc, la commande prête, paiement validé, on peut passer à la livraison de la commande. Et ici, on clôture le dossier. Donc, vous voyez, on fait intervenir plusieurs acteurs ou classes. On peut décrire tout un scénario avec génération d'objets en cours du scénario. Donc, l'alcool peut être réalisé par le diagramme d'activité. Alors, il nous reste un seul nœud qui est le nœud de fin de flot. Lorsqu'un flot d'exécution atteint un nœud de fin de flot, le flot en question est terminé. Mais cette fin de flot n'a aucune incidence sur les autres flots actifs de l'activité enveloppante. Il y a plusieurs activités et un flot qui se termine ou sans influencer un autre flot. Donc, nous fin de flot, comme l'exemple ici. Donc, réception de la commande, on va vérifier la disponibilité du produit et vérifier la carte de crédit. Si elle n'est pas valide ou le produit n'est pas valide, on va annuler la commande. On est comme un nœud de fin de flot. Là, en fin d'activité. Par contre, l'autre flot, c'est quand c'est valide. On va débiter la carte, préparer la commande, expédier la commande. C'est un nœud de flot. Qu'on a la fin d'activité ou fin de flot ou la fin d'activité. En fait, juste distinguer qu'il y a deux activités en parallèle, deux chemins. Donc, il n'y a qu'un argent. Normalement, واحدة منهم تنجم تكون fin de flot وماهيش fin d'activité. D'accord? اي مادام شنو الفرق بيناتهم معناتها فان دو فلو والفان داكتيفيتي سي با كلير برشا معناتها. Juste dire que comme un circuit il نجم deux circuits en parallèle. Voilà, le fin de flot est utilisé juste pour ne pas faire deux fins de... Normalement, dans un diagramme d'activité, on dit un seul nœud de fin d'activité. Donc, le fin de flot, quand on dit deux fins possibles, un fin de flot, un fin d'activité pour distinguer, باش ما نحطوش في diagramme d'activité deux fins d'activité. D'accord, madame, merci. معناتها الفان دو فلو نجم نستعملوه بليزيور فوا معناتها ما يقلقش. Par contre, fin d'activité, marabat. D'accord, merci. Madame, كيفاش نختاروا أنهي fin d'activité وأنهي fin de flot؟ Franchement, ma femme met une règle, c'est choisir
généralement le fin de flow, surtout quand on a un circuit fermé, مش fin d'activité pour travailler. D'accord. Oui. Mais normalement, c'est tout. Hein. Le diagramme d'activité va s'apprendre à travers la pratique. À la khâter que tous les concepts sont là. On a quelques nœuds à utiliser. Donc, les concepts sont faciles. La difficulté, c'est trouver l'enchaînement logique, trouver les bons acteurs, les bonnes actions et modéliser correctement. Mais les principes, le diagramme, les concepts sont toujours faciles à comprendre. D'accord? C'est facile de comprendre ce qu'est un nœud de décision, ce qu'est un nœud d'activité, ce qu'est un nœud de fin d'activité, ce qu'est une barre de synchronisation. Mais l'intérêt, c'est comment les exploiter correctement pour modéliser votre problème. D'accord? Donc, comme ça, j'aurai fini avec le diagramme d'activité et je passe au diagramme suivant. Alors, donc, un diagramme suivant va être le diagramme de composants. J'hésite entre le diagramme de composants et la démarche. Non, je fais le diagramme de composants. Écoutez, قبل ما نعمل diagramme de composants, j'ai inversé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Le diagramme de composants est la dernière étape pour faire les composants logiciels le projet, l'application. Mais je voulais vous montrer maintenant une petite démarche. Comment coordonner alors, comment exploiter convenablement le diagramme pour résoudre un problème? Allez, je un diagramme de composants. Vous avancez sur le projet comme convenablement. D'accord? À la khâter, je tiens à vous dire, je partage le document. اللي نقراو فيه UML, c'est pas une démarche, c'est un formalisme. C'est un ensemble d'outils, un ensemble de diagrammes qu'on va utiliser ensemble, faire collaborer ensemble pour résoudre un problème complexe et développer une application informatique. احنا كما قلت لكم ما عطاناش démarche UML, mais pour faire un projet, on a besoin aussi de démarches. La démarche fera l'objet de tout un cours que vous allez faire l'année prochaine. Elle est le processus unifié. Mais je ne voulais pas rester hacké sur l'absolu. Je voulais vous montrer qu'avec ce qu'on a vu maintenant, on peut appliquer une petite démarche qui nous permet de résoudre un problème. Donc, ceci fait l'objet de ce cours que j'ai appelé démarche de modélisation avec UML. Il y a une méthodologie. Une méthodologie, c'est un ensemble de méthodes et de techniques d'un domaine particulier. C'est une manière de faire, procéder ou méthode. Ensemble structuré et cohérent de méthodes, guides et outils permettant de déduire la manière de résoudre un problème. Donc, c'est une méthodologie. Or, je l'ai dit, je le répète, UML n'est pas une méthodologie. UML est un formalisme. Donc, comment exploiter UML au sein d'une méthodologie? Donc, UML normalement utilisé pour un développement en équipe. Donc, avec Alice, on a besoin d'avoir un formalisme, un langage qui est compris par tous les membres de l'équipe pour faciliter leur communication, pour pouvoir rédiger des documents faciles à comprendre et qui décrivent bien le projet ou le problème.
Donc, ça, c'est l'objet de langage de modélisation UML et l'objet de notre module. D'accord? Par contre, pour faire convenablement un développement, il y a ce qu'on appelle un processus unifié. Parce que UML, c'est un langage de modélisation unifié. Kif, on lui a ajouté une façon unifiée aussi de faire une démarche. Et les processus unifiés qui feront tout un module l'année prochaine. Donc, comment pouvoir résoudre un problème? UML. Donc, on va voir un petit processus, une petite démarche qui se base sur les processus unifiés. Elle nous permet de mener convenablement un projet. Donc, c'est quoi un processus de développement? C'est un ensemble d'étapes partiellement ordonnées qui concourent à l'obtention d'un système logiciel ou à l'évolution d'un système existant. On va l'utiliser soit pour obtenir un nouveau système logiciel, soit pour faire évoluer un système existant, pour ajouter des modules, pour ajouter des fonctionnalités. L'objectif d'avoir un processus, c'est produire des logiciels de qualité, c'est-à-dire qui répondent aux besoins de leurs utilisateurs et dans des temps et des coûts prévisibles. C'est gérer convenablement le développement logiciel. Et à chaque étape, on produit des modèles. De la documentation, il faut bien argumenter le modèle et rédiger des documents qui permettent de les décrire. Et aussi du code qui va nous permettre de réaliser le projet. Donc, la vue architecturale des modèles UML est centrée sur le cas d'utilisation et puis on va essayer de construire les différentes vues. Donc, on a une vue de structure, il y a le diagramme de classe, le diagramme d'objet, le diagramme de package. شفنا vue de comportement, elle y fait diagramme de séquence, diagramme de communication, diagramme d'état de transition, diagramme d'activité. Et ce sont l'interaction overview diagramme, un timing diagramme. Ce sont des cas particuliers de diagramme de séquence pour modéliser les systèmes temps réel. Mais c'est les mêmes principes, donc les mêmes caractéristiques que le diagramme de séquence. Donc, après, la vue d'implémentation, elle est fait un diagramme de composants. Je vais quand même avancer la démarche. L'implémentation, c'est la dernière étape. Le diagramme de déploiement aussi qu'on va voir dans le diagramme de composants. Donc, il y a les deux diagrammes qui restent. Et tout ça, pour les construire, on a besoin d'une certaine démarche qui est aussi unifié à travers les processus unifiés. Donc, l'objectif final de la démarche, je pars des besoins pour arriver au code. Donc, comment passer de l'expression des besoins au code de l'application? C'est ça l'objectif de la démarche proposée aujourd'hui. Alors, qui m'a rappelé comme UML ne propose pas une démarche de modélisation, explicitant et encadrant toutes les étapes d'un projet. Il y a des démarches. Voilà, un diagramme qui modélise le comportement, un des diagrammes qui modélise le besoin, un des diagrammes qui modélise la structure. Et tu les exploites dans le cadre d'une démarche. Mais les auteurs du UML, les processus unifiés qui peuvent être adaptés à l'UML, la démarche qui peut être adaptée à l'UML, c'est trois caractéristiques principales. Caractéristique l'oulania, ça doit être piloté par les cas d'utilisation. Je vais pas piloté par les cas d'utilisation. C'est-à-dire, toute notre démarche doit suivre les besoins qu'on a définis au travers les cas d'utilisation. Donc, la principale qualité d'un logiciel, c'est son utilité. Adéquat et conforme avec le besoin de l'utilisateur. On a besoin de partir mes diagrammes de cas d'utilisation et de revenir toujours au diagramme de cas d'utilisation pour vérifier qu'on est en train de répondre aux besoins définis au départ. Centré sur l'architecture. L'architecture conçue pour satisfaire les besoins exprimés dans les cas d'utilisation prend en compte les évolutions futures et les contraintes de réalisation. Ce qu'on reprochait les modèles classiques, les fonctionnels,
Et on était toujours très loin de l'implémentation, très loin de la visibilité sur l'architecture. On développe le logiciel. Avec UML, on doit être aussi proche de l'architecture. مثلا كي نقول راني باش نعمل modèle MVC, modèle d'architecture MVC, modèle biocontrol. قاعدين تشوفوا تقراو فيه quelque part l'MVC, non? C'est Java. Non, madame. Donc, ensuite, vous allez le voir quelque part. Bon, en tout cas, quand on traite des cas, juste quand on dit le modèle MVC est concentré sur le fait de développer le système en se basant sur 3 couches. La couche modèle, la couche vue et la couche contrôle. Et on a une correspondance par rapport au diagramme de classe NTI, on peut des classes entités. Donc les classes entités ou les classes persistantes représenteront la couche modèle de l'MVC. Le modèle c'est la couche métier, la partie persistante qui va constituer la base de données. Tout ce qui est classe de contrôle, les classes que je programme, ce sont les classes qui vont être programmées les machines NTI. Vont représenter la couche contrôle et tout ce qui est interface, les interfaces, l'interfaçage entre graphic user interface, tout ce qui est interfaçage avec l'utilisateur, toutes les interfaces qu'on a vues, les méthodes, les services offerts par l'application, les seront implémentés par des classes de contrôle. Toute cette partie-là représente la partie vue. Donc, normalement, le diagramme de classe NTI, en le divisant en classe modèle, métier, ou classe de contrôle, ou classe d'interface, normalement, je suis en train d'adopter dès le départ mon modèle d'architecture MVC. Le point important, il faut que ça soit itératif et incrémental. Je m'arrête itératif et incrémental. C'est que le problème est décomposé en petites itérations qui conduisent à des livraisons incrémentales du système. Le système est complexe, donc je le décompose en sous-problèmes. Quel sous-problème, nous l'analyse, la conception, la réalisation, ou nous rencontre le client qui nous valide cette itération. Une fois tout est bon, 10 couches. Donc, cet avantage, c'est que être proche du besoin client. On quand je présente le travail des clients et que ça ne correspond pas à mon objectif. Voilà. Donc, c'est important et nous, on divise en itération et incrémentation. Donc, les 3 points, ils se basent sur tous les processus unifiés. Ça aussi pour plusieurs processus et tous ces processus ont ces points en commun. On ne va pas voir les propositions, les processus unifiés à ce niveau-là. Mais on propose une méthode archi-minimale. Le minimum qu'on peut avoir, c'est nettement moins complexe que le RUP, qui est un processus unifié, Rational Unified Process, la méthode elle est adaptée aux petits projets modestes. C'est le minimum vital pour qui prétend utiliser UML. C'est le minimum qu'on doit savoir pour pouvoir résoudre un problème en se basant sur les prérequis UML. Bon, cette méthode elle est inspirée du livre UML2, modéliser une application web de Pascal Roch. Alors, donc, première étape, premier point, c'est l'identification des besoins et spécification des fonctionnalités. Et quel que soit le projet, que ce soit une informatisation, que ce soit des modules qu'on va ajouter sur un projet existant, ils ont besoin. Le recueil de besoins, il va me permettre de déterminer les limites du système, comme il faut délimiter le périmètre du système, identifier les acteurs, recenser les cas d'utilisation, et si l'application est complexe, organiser les cas d'utilisation en paquetage. Mais le cas d'utilisation, je vais informatiser tout un établissement universitaire. Donc, il vaut mieux, je décompose en package. Par exemple, la gestion des PSE sera un package
Système d'information qui est dans l'établissement. La gestion d'examen sera un autre package. La gestion des absences sera un autre package. La gestion des cours et des matières sera, la gestion des emplois du temps sera un autre package. Donc, découper le système en sous-système complexe, le système complexe en sous-système plus simple qui vont nous permettre de les résoudre l'itération. Alors, c'est une approche itérative et incrémentale. Qui n'a pas une approche itérative et incrémentale ou un système complexe. Normalement, je dois raisonner en priorité. J'affecte un degré d'importance qui se base sur la priorité fonctionnelle, mais aussi sur le risque sur le projet. Pour chaque cas d'utilisation, quelle est la priorité pour que le projet réussisse. Si les autres ne vont pas être bons. ويقول هذا prioritaire ما نجمش نحكي على حاجة من غير ما نعمل هذا قبل. Donc, ce qu'on appelle affecter un degré d'importance et un coefficient de risque, ceci va nous permettre d'avoir des priorités pour les cas d'utilisation interne et là, définir nos incrémentations et nos itérations. Les interactions entre les acteurs et le système au sein des cas d'utilisation seront explicitées sous forme textuelle et sous forme graphique au moyen de diagrammes de séquence fixées. بعد ما عملت diagramme de cas d'utilisation, schéma نتاعي ou les cas d'utilisation, bien sûr, لازمني نفسر soit par des diagrammes de séquence système, soit par du texte qui m'a شفنا. Je fais la documentation de mes cas d'utilisation. Les utilisateurs ont souvent beaucoup de difficultés à exprimer clairement et précisément ce qu'ils attendent du système, les aider à formuler et formaliser ses besoins. Donc, il faut vraiment qu'on les aide à formuler ses besoins. C'est grâce à ces itérations-là. Madame, l'exemple. Oui. ما فهمتش كثير الدغري d'importance والريسك. باش نعطيك ان اكزامبل وكان ما فهمتش ترجع نرجع نجاوبك اوكي. دكتور مدام. انا الاكزامبل اللي باش نخدموا عليه هو bibliothèque, commander des livres en ligne, un catalogue de livres en ligne. Voilà les fonctionnalités qu'on peut avoir. Rechercher des ouvrages. Je peux rechercher des ouvrages sur le site. Gérer son panier pour la commande. Effectuer une commande. Consulter ses commandes en cours. Consulter l'aide en ligne. Maintenir le catalogue. Maintenir les informations éditoriales. Et maintenir le site. Ça, on va pour les priorités. Priorité, c'est sur l'aspect fonctionnel ou le risque sur la réussite du projet. Donc, quel ménagère je cherche convenablement des ouvrages récits, je ne peux pas avancer, je ne peux pas passer la commande. Donc, c'est une priorité haute. Fonctionnellement, il avec une priorité. Le risque. Bon, enfin, si je n'ai pas bien trouvé des livres, je n'ai pas trouvé des ouvrages correctement, le risque est moyen sur la réussite du projet. Gérer son panier, pareil, je ne peux pas passer commande sans gérer son panier. Mais le risque est bas, si je ne peux pas ajouter des produits et modifier des produits et tout, je peux quand même passer la commande. Donc, le risque sur le projet est bas. Effectuer une commande. La priorité est moyenne. À la khater managem, j'effectue une commande sans faire la recherche des ouvrages ou sans gérer le panier. Mais par contre, le risque sur le projet est haut parce que si je passe pas commande, l'utilité de l'application n'a pas de sens. L'objectif du projet n'est pas atteint. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense Annie. Cyrine? Oui, madame. Oui, c'est bon. Consulter ses commandes en cours, priorité basse. Et le risque moyen sur le projet. Consulter l'aide en ligne, pareil, priorité basse, risque bas. Maintenir le catalogue, priorité haute, à la khater qu'elle n'a pas le catalogue mis à jour, le risque sur le projet est haut et tout le projet n'atteint pas son objectif. Les informations éditoriales, priorité moyenne et le risque est bas. On peut commander un livre, par exemple, la dernière édition. Mais il faut que le titre figure dans le catalogue et la maintenance du catalogue est plus importante que la maintenance des informations éditoriales. Et puis maintenir le site, c'est une priorité moyenne et risque bas.
D'accord? Donc, un tel classement permet de déterminer les cas d'utilisation centraux en fonction de leur priorité fonctionnelle et le risque qu'ils font courir au projet dans son ensemble. Donc, هذاك va me permettre de définir mes itérations. Donc, ce qui est clair, donc maintenir le catalogue, d'abord préparer notre catalogue, c'est la fonctionnalité principale. Ou la fonctionnalité chercher les ouvrages, gérer le panier. Donc, vous voyez comment on peut faire les itérations internes en fonction des priorités. Bien. Donc, une fois on a déterminé nos cas d'utilisation et nous avons déterminé nos priorités, quel cas d'utilisation on doit voir le fonctionnement global interne. C'est l'identification des besoins. Hein? Donc, on a le diagramme de séquence système qui illustre la description textuelle des cas d'utilisation. Donc, soit des diagrammes de séquence système, et qui m'a rappelé comment créer un système est une... Le système Pi est une boîte noire, qui marque, mais je peux déterminer chaque déroulement de cas d'utilisation. Je peux, cette étape amène souvent à mettre à jour les diagrammes de cas d'utilisation. Je vais des allers-retours, un diagramme de cas d'utilisation. Je vais faire des scénarios, on peut faire un cas d'être consistant, je vais diviser, ou une autre partie qui se répète, je vais en include. Donc, je suis en train de raffiner mon diagramme de cas d'utilisation et en même temps, voir une visibilité sur les scénarios que je définis. Je peux avoir, quand j'ai plusieurs alternatives où je veux avoir un scénario global, le diagramme de séquence est dédié pour décrire un cas d'utilisation, mais je peux avoir une visibilité globale sur le système et dans ce cas, quand j'ai beaucoup de scénarios alternatifs, j'utilise le diagramme d'activité. هنا نجم نستعمل un diagramme d'activité إذا كان عندي des interactions très importantes. حتى في وسط cas d'utilisation نجم je le décris à travers un diagramme d'activité في عوض نعمل diagramme de séquence. باهي donc هنا par exemple عندي un diagramme de séquence système. L'internaute doit rechercher des livres par mots-clés. Je peux avoir une recherche rapide par mots-clés ou bien une recherche avancée. Si l'ouvrage est trouvé, je sélectionne l'ouvrage. Après, je donne une fiche détaillée sur l'ouvrage. Donc, le système a une fiche détaillée pour voir l'ouvrage. Je mets l'ouvrage dans le panier. Donc, c'est un exemple de diagramme de séquence système. Alors, j'ai une étape qui n'est pas couverte par l'UML, mais il y a l'application interface graphique. Je peux proposer des maquettes IHM. C'est une idée, des maquettes. La fenêtre va contenir un bouton, une zone texte, elle me permet de choisir. Donc, je peux avoir une partie maquette IHM. Il y a une visibilité à l'interface interne. Comme on a la phase de spécification de besoin, on a la phase d'analyse. La phase d'analyse, c'est le diagramme de classe, ce qu'on appelle le modèle du domaine. Le modèle du domaine, c'est le noyau ou la version du diagramme de classe, dans laquelle je mets l'accent sur le domaine métier, sur les classes métiers. Les classes métiers, sont les classes les plus faciles à trouver. Les classes qui vont représenter principalement ma base de données. Dis-moi les classes métiers, à l'esprit, sont liées au métier, sont liées au domaine que je vais modéliser. Je vais modéliser un établissement universitaire. Les classes les étudiants, enseignants, matières. Donc, il y a les classes métiers. La phase d'analyse du domaine permet d'élaborer la première version de diagramme de classe. Donc, les classes du modèle du domaine ne doivent pas contenir d'opérations, mais seulement des attributs. J'insiste sur l'aspect modèle du domaine. Les étapes à suivre pour établir ce diagramme sont identifier les entités et le concept du domaine, identifier et ajouter les associations et les attributs, organiser et simplifier le modèle en éliminant les classes redondantes et en utilisant l'héritage, et le cas échéant, structurer les classes en pactage selon les principes de cohérence et d'indépendance.
Le système est complexe. Donc, je peux structurer en partage les différentes parties. هنا voilà مثلا في الكام تاعنا نتاع لي ليفر باش نلقى كلاس ليفر باش نلقى كلاس éditeur باش نلقى auteur ce sont les classes métiers les classes du modèle du domaine اللي فيهم principalement نحط les attributs et les associations bien sûr كان باش نحط structuration en package toute la partie qui est commande ou client ou ligne de au panier كلها ça va représenter la gestion de commande. Et tout ce qui est catalogue, rayon, livre, auteur, éditeur, thème, ça va représenter mon catalogue. Donc voilà les deux packages que je peux avoir. La gestion, il fait à l'adresse, il fait à le client, il fait à la commande, il fait à la ligne panier, il fait à panier, et nous, on des classes. Le catalogue, c'est à l'auteur, le catalogue, l'éditeur, le livre, le rayon, thème. Et des tartines à l'emplacement, bien sûr, comme une dépendance. Le catalogue est fournisseur pour la gestion. Donc, les livres pour pouvoir gérer les commandes. C'est clair jusque-là? Est-ce que, est-ce que vous vous retrouvez par rapport au diagramme qu'on a vu? Vous voyez la correspondance hein, jusqu'à maintenant? Oui ou non? Oui. Mais, Oui. Alors, باقي في الفاز d'analyse. Maintenant, نجم ندخل l'aspect من الأول c'est le modèle du domaine, mais je peux maintenant ajouter ce qu'on appelle les classes participantes, qui effectuent la jonction entre les cas d'utilisation, le modèle du domaine et les diagrammes de conception logicielle. Donc, le diagramme de classe participante modélise trois types de classes d'analyse. Il y a les classes de dialogue, qui représentent la vue, qui permettent l'interaction entre l'IHM et les utilisateurs. Et ils sont directement issus de la maquette IHM et Yamani. Les classes qui vont représenter notre interface. Les classes de contrôle qui modélisent la cinématique que l'application contient, les règles applicatives et les isolent à la fois du dialogue et des entités. Je vais chercher un livre, je vais le titre, je vais fiche, je vais la fiche détaillée de livre. Normalement, le traitement se fait sur les classes de contrôle. On part d'un le résultat, je l'envoie vers une classe interface. Les classes entités sont généralement persistantes. Elles permettent à des données et des relations d'être stockées dans des fichiers ou des bases de données. Lors de l'implémentation, ces classes peuvent ne pas se concrétiser par des classes, mais par des relations au sens de base de données. Les classes comme des relations, des bases de données relationnelles. Alors, donc, le diagramme de classe participante est un diagramme de classe décrivant les classes d'analyse et dans lequel on ajoute les acteurs. À ce point de développement, seules les classes dialogue sont des opérations. Pardon. On met l'accent sur les opérations. Les classes de dialogue. Les méthodes qu'on va développer dans les classes clientes. Les interfaces. Les dialogues ne peuvent être reliés règles internes. Les dialogues ne peuvent être reliés qu'au contrôle ou à d'autres dialogues. La classe de dialogue, les classes, la relation dialogue avec une classe de dialogue, l'interface ou la classe de contrôle. Parmi les bonnes pratiques, on ne peut pas relier une classe interface directement à une classe métier. Le contrôle, les classes contrôle peuvent être reliées à toutes les classes. Ils peuvent avoir relation avec les classes interface ou avec les classes métiers. Ou les contrôles, les classes métiers ne peuvent être reliées qu'au contrôle ou à d'autres classes métiers. Madame. Oui. Les classes interface. Les classes interface, ils peuvent être assimilés à des classes d'interface, comme la fenêtre. Une fenêtre qui fait la fenêtre ou l'accès le client à un menu. Il va choisir une fonction. Une classe d'interface qui offre des services. On a une classe interface. Une classe interface, c'est une classe qui contient que des opérations et que les opérations sont toutes abstraites et sont implémentées par d'autres classes clients.
Donc, les classes interfaces, c'est une interface. Maintenant, les opérations, le client il les demande à mon système. Ou la relation entre une classe interface ou toutes les classes de contrôle, c'est les classes qui implémentent cette interface-là. Est-ce que ça répond à ta question? أنت كيما واضح ما merci. واضحة؟ merci. بس voilà مثلا نعطيك هنا un exemple de diagramme de classe participante. Les classes de dialogue, les symboles qu'on fait, هذا pour dire que c'est une classe interface, هذا pour dire que c'est une classe de contrôle et هذا pour dire que c'est une classe métier. Par exemple, page de recherche rapide sur le site web interne اللي هو commande en ligne, rechercher article par mot-clé. هذا l'implémentation تاعو باش تكون في الكلاس de contrôle اللي هي moteur de recherche. Elle va nous faire la recherche. Et elle va être liée à la classe catalogue dans laquelle elle va déterminer les ouvrages qui répondent à ces mots-clés. Pareil, je peux avoir une page de recherche détaillée et elle va faire une méthode, elle offre le service rechercher article par critère et ça va être implémenté dans la classe de contrôle moteur de recherche. C'est bon? C'est une classe interface qui est faite à page résultat recherche. Donc normalement, elle sélectionne l'article. On va faire la fiche d'article ou le résultat il y a la fiche d'article détaillée. Donc c'est des classes d'interface. C'est ce que c'est le service demandé par l'acteur. Normalement on aura l'acteur qui demande le service et puis les classes de contrôle qui effectuent ce service. Donc classe de contrôle معناها intermédiaire. Les classes de contrôle ou tout ce que tu implémentes. Ce sont les classes qu'on implémente les classes de dialogue ou généralement les fenêtres. مثلا في واحد graphique ou les fenêtres. Quand tu as une fenêtre, tu as le bouton cliquer عليه pour faire la recherche. Mais tu n'as pas l'implémentation radio. Il t'envoie vers une classe de contrôle et il fait tu développes la méthode interne. Madame par exemple. Merci. Madame par exemple مثلا باش نعمل سو كونيكتي ما نجمش نعمل لاكتور طول للكونت سو كونيكتي لازم نحط انترفاس بيناتهم. صحيح هذاك علاش انا في الدياغرام دو سيكونس ديتايي ساعات كي تقولوا لي مدام هو il demande وقتها on n'a pas encore la possibilité de distinguer entre voilà هذه interface. Alors quand il remplit un formulaire il va demander à remplir un formulaire وبعد il va saisir في l'interface mais toutes les données vont être stockées في classe métier اللي هي la partie par exemple inscription ولا فهمت؟ فهمتك مدام merci. وهذه علاش معناتها se rapprocher de l'architecture. Donc quand on modélise un diagramme de classe comme ça, on a choisi de faire l'architecture MVC اللي هي view, control et modèle. هذا الموديل الميتي هذه الكنترول وهذه الفيو. Donc on s'est rapproché de l'architecture interne, le modèle d'architecture. Donc احنا فين وصلنا تا؟ Donc عملنا diagramme de cas d'utilisation, عملنا diagramme de séquence système باش فهمنا les interactions globales, عملنا الموديل du domaine منه هو ومع المكات يا شام خرجنا الدياغرام de classe participant وبعد نجي توا بعد هو باش ندخلوا للفاز دو كونسيبسيون. سامحوني. الو الحمد لله. Désolée. Je me demande si je continue ou là je m'arrête là. Dis comment.
Oui, madame. يزي مدام. Ben, allez, comme vous assimilez tout ça. Ben, ok, hein. On va s'arrêter là. Oui. مادام ابروبو البروجي رانا مانيش باش نخلطو معناش وقت ها؟ جمله مادام ابروبو البروجي قلت لك رانا مانيش خالطين معناش وقت مادام بالرسمي ما يسميش وقت مدام بالحق جملة. راه والله جملة ياسر مخسورين. مادام احنا نجمو في عوض ما احنا باش نعملوا البروجي هذا باش نجم انت تفهمنا معناها الكونسيبسيون كلها نجموش نعملوا بروجي تي في في بلاصه ديجا احنا نخدموا فيه من اول عام معناها ماخذين فيه وقتنا وخادمين بزاف معناها هذاك اش تفهمنا احنا سلمى. عندنا معناها واحد اخر مش سيت دو ريكروتمون نخدموه. تقصد تي بي مدام راهي سلمى. مادام ديجا معناها بادين من اول مادام. العام مو نجم حتى كي باش تفهمنا نحكي على وتورينا البي اف او اغلاطنا ديجا وكل. خدمتو البي اف او ديجا خدمتوه انتوما خادمين منه بارتي كبيره. كان كاين شارج اللي كيس لا فما عبد كلاس ديجا. مادام مش تو برشا احنا مادام فما عباد خدموا عباد لي اي فوالا مادام تو احنا مثلا البروجي نتاع تي بي يخدموا ديسكوت لور بروجي وكها. اللي ما خدمش طنفي هو اللي يخدم اون ديسكوت سون بروجي اون باز معناتها لا سويت واحد على البروجي هذاك. D'accord. Avec le recrutement, c'est un projet qui sera noté, donc les comme le note, je ne peux pas le mettre dans le CD. Ou le PFE, c'est pour compléter le cours. Ok, donc vous pouvez déjà, pour ceux qui ont travaillé à le projet de PFE, essayer d'appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui à l'Amatou. Ok. En tout cas, l'exercice à titre comme c'est un exercice sauf qu'il est un peu plus complexe que le énoncé. On va travailler là-dessus. Sinon, il y a un comme série de TD. Je ne vois pas le problème. On a le cahier de charge, donc comme un projet, un problème qui est assez consistant. Et tout m'a voulu toucher de près donc pour les règles de gestion et donc ça va nous faciliter la compréhension de la modélisation. On va les faire pendant les séances de TD. Donc, c'est un TD, mais qui est un peu plus complexe pour pouvoir appliquer tout ce qu'on a vu. OK. Bon, allez, Cléma. سلامة.